Échange direct entre le président de la transition et les forces vives de la région du Centre-Nord. À l'ordre du jour, la lutte contre le terrorisme menée actuellement sur l'ensemble du territoire national. Le capitaine Ibrahim Traoré réaffirme sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire. Vous le verrez en début du journal. 16e édition du CIAO, le comité d'organisation dresse le bilan dans ce 20h. Un bilan satisfaisant au regard de la tenue à bonne date de l'événement malgré la crise sécuritaire. On note également la participation de 34 pays venus des 4 coins du monde. On en parle dans un instant. On parlera sport aussi avec les 8e de finale de la Coupe du Faso prévus pour ce week-end. Des clubs comme l'AS Douanes et les Léopards de Saint-Camille seront aux prises, tout comme Canon du Sud et Salitas. Ces équipes font le point de leurs préparatifs dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Pour commencer, le Conseil des ministres est tenu ce 24 mars sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte dissolution du Haut Conseil pour le dialogue social. Le second dossier décrète l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina Faso. Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un décret portant réorganisation du fonctionnement et attribution du dit ministère. Michael Tougri nous fait le point dans ce premier élément. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets. Le premier porte dissolution du Haut Conseil pour la justice sociale, répondant ainsi à la logique de la suppression des institutions jugées indispensables, a indiqué la ministre de la Justice, des droits humains, chargée des relations avec les institutions, garde des Sceaux. Effectivement, le Conseil a pris cette importante décision, ce qui nous permet d'avancer dans les recommandations issues des assises nationales, où il est ressorti que certaines institutions, certaines structures, non seulement ne sont pas indispensables comme on le pense, mais également ce sont des structures qui peuvent être budgétivores, alors que nous sommes dans une logique de rationalisation des ressources de l'État. Donc aujourd'hui, un décret est pris dans le sens de dissoudre le Haut Conseil pour le dialogue social. Le second dossier examiné à ce Conseil des ministres est la prise d'un décret instaurant désormais l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina Faso dans le but de répondre aux besoins d'encadrer les actions dans ces régions dans la légalité. Selon la ministre, l'un des événements qui a mis fin à l'état d'urgence qui a été décrété, c'est la dissolution de l'Assemblée législative de transition. Pour répondre aux besoins d'encadrer les actions au niveau des régions concernées dans la légalité. Vous savez que nous avons une loi sur l'état d'urgence et l'état de siège et en vertu de cette loi, il est dit que l'état d'urgence doit être décrété et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés aujourd'hui. Vous direz que l'état d'urgence avait été décrété, mais sachez qu'il y a des événements qui mettent fin à l'état d'urgence et l'un des événements qui a mis fin à l'état d'urgence qui avait été décrété, c'est la dissolution de l'Assemblée législative de transition. Donc à partir de cet instant, si nous voulons donner un cadre légal à la restriction de certaines libertés que vous constatez, qu'on peut constater, il faut décréter l'urgence. Au compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le Conseil a adopté un décret portant organisation, fonctionnement et attribution du dit ministère en vue de se conformer au décret portant attribution des membres du gouvernement. Le nouvel organigramme prévoit la création des unités d'assistance de la maîtrise d'ouvrage public. Ces mesures, selon le ministre en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat, vont également permettre d'éviter les catastrophes constatées sur de nombreux chantiers. Direction maintenant la salle polyvalente de Kaya dans le centre-nord où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges directs ce jeudi avec les forces vives de la région. Il a réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire et sur ce point, il a rassuré que dès ce week-end, les volontaires pour la défense de la patrie seront équipés. Alexis Menkouni Belemnaba pour plus de détails.
C'est sous une forte acclamation que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est accueilli dans cette salle polyvalente de Kaya par les forces vives de la région du Centre-Nord. Une région qu'il a servi et qu'il maîtrise mieux en tant que chef de commandement avant sa prise du pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré, debout pendant une trentaine de minutes face aux forces vives, a réaffirmé sa détermination à travailler avec l'ensemble du peuple pour la reconquête du territoire national, le retour de la stabilité et de la sécurité dans le pays des hommes intègres. À ce moment précis, il s'agissait pour nous de faire un choix. Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander. Et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous debout. Convaincu de l'engagement de la jeunesse, le chef de l'État a invité cette frange de la population à s'investir davantage et sincèrement dans le combat qui est mené contre les groupes armés terroristes et à ne pas céder à la manipulation. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leur chef qui les dicte cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message que jamais, au grand jamais, nous n'abandonnerons notre patrie. Le président de la transition a invité les populations à faire attention aux réseaux sociaux, aux informations diffusées ou à diffuser sur ces plateformes numériques. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse, à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche des points névralgiques pour toucher les populations. Les forces vives de la région ont reconnu les efforts engagés par la transition dans la dynamique de la restauration et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Elles ont renouvelé leur soutien au chef de l'État avant de formuler des suggestions et de rappeler les préoccupations qui tournent autour de la sécurité, les services sociaux de base, du développement économique des ménages et de la région. Et puis au cours de ces échanges avec les forces vives du Centre-Nord, le capitaine Ibrahim Traoré a appelé la jeunesse à se démarquer des valets locaux qui sévissent toujours au milieu des jeunes. Le président de la transition appelle ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie à laisser ceux et celles qui ont la volonté de le faire d'aller sur le champ de bataille. On écoute un extrait de son intervention et on revient pour la suite de ce journal. Les valets locaux, les tentacules de l'impérialisme qui continue de sévir au milieu donc de la jeunesse existent toujours et vous devez pouvoir les identifier et les éjecter. C'est à cela que nous pourrons avancer vers nos objectifs. Depuis donc quelques mois, nous avons observé, en essayant de faire ce que nous faisons dans le silence absolu, nous avons observé les agissements de certaines personnes et nous avons pu comprendre, énumérer et voir tous ceux qui luttent pour le Burkina et ceux qui ne luttent pas pour le Burkina. Tous ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie, ils doivent avoir l'amabilité de laisser ceux qui ont le courage
les hommes qui ont la volonté, les femmes qui ont la volonté de le faire, d'aller combattre. Ils doivent se contenter de manger et de dormir et laisser les autres travailler. Parce que nous avons observé durant tous ces temps, nous avons pu remarquer tous ceux qui travaillent à contre-courant, qui travaillent contre cette patrie. Et nous allons vous dire ici qu'ils ont tort et ils ont intérêt à arrêter. De Kaya, on revient à Ouagadougou pour le premier conseil d'administration du ministère du Commerce tenu ce jeudi 23 mars. L'ordre du jour a porté sur les acquis de l'année écoulée et les défis pour cette année en cours. Une session qui s'inscrit dans un esprit de redevabilité des résultats réalisés au titre de l'année 2022. Assami Touré pour plus de détails. Ce premier CACEM du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des PME vise à examiner et à adopter les rapports d'exécution du plan de travail annuel et de la tranche annuelle du plan d'action prioritaire 2022-2024, examiner également et adopter le rapport d'évaluation, la performance globale des structures et des départements. Mais avant cela, il était important pour le ministre de rappeler quelques acquis de l'année écoulée. Il s'agit de la création de 17 653 nouvelles entreprises, la délimitation de 245 hectares dans le cadre de la construction du pont sec multimodal de Ouagadougou, la mise à niveau de 19 entreprises du secteur solaire et 15 entreprises du secteur huilier, l'octroi d'environ 1,9 % francs CFA aux PME sous forme de crédit, la création du service d'incubateur Burkina Textile au sein de la maison de l'entreprise de Burkina Faso, la labellisation du poulet bicyclette et l'exploitation de 2 labels. Il s'agit du label Made in Burkina et l'indication géographique Chapeau de Saponais. Tout en félicitant le personnel pour le travail abattu, le ministre a souhaité que les échanges soient ouverts afin qu'au sortir de ce CACEM, les conclusions puissent servir convenablement. La plupart des acquis sont à consolider et je reste persuadé que la persévérance restera le leitmotiv de la réussite dans la conduite des activités de 2023. Aussi, c'est à la conjugaison de nos efforts que nous contribuerons significativement au développement des PME-PMI, à la promotion de la transformation et la consommation des produits locaux et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Pour cela, je formule le vœu que nos échanges soient ouverts, francs, sincères et fructueux, et que la conclusion de ce cadre puisse impacter positivement la réalisation des missions de notre département. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants ont débuté aussitôt les travaux et les conclusions sont attendues pour ce 24 mars. Le ministre de l'Urbanisme a convoqué ce jeudi les propriétaires terriens du village de Ragitenga. Objectif, faire une mise au point après les propos qu'ils ont tenus lors de leur dernière session médiatique, le mettant en cause dans le problème foncier qui secoue la commune de Korsimoro depuis 2017. Le ministre Mikaelo Sidibé a insisté que le projet est inconnu à leur niveau. Les ressortissants de Ragitenga, de leur côté, reconnaissent leur part de responsabilité dans cette affaire. Assami Touré. Suite à la sortie des ressortissants de Ragitenga, le mardi dernier, mentionnant que le ministre de l'Urbanisme serait impliqué dans un processus de retraite de leurs terres en collaboration avec une société immobilière, le ministre devant la presse et les concernés a été on ne peut plus clair. Tout en définissant le rôle du ministère, il s'inscrit en faux sur ces allégations et dit ne pas être au courant d'une société immobilière et de construction d'une cité dans ce village. On leur a fait savoir que ce projet, d'abord ce promoteur immobilier était inconnu dans notre fichier et on n'était pas au courant du projet. Mais nous avions été quand même surpris le lendemain en lisant la presse de voir qu'ils ont maintenu la même affirmation selon laquelle le gouvernement actuel à travers le ministre de l'Habitat accompagne ce projet. Voilà, donc nous avons souhaité les rencontrer de nouveau en présence de la presse pour pouvoir faire les clarifications. Et je pense que les clarifications ont été faites parce que le porte-parole, le représentant du village a réaffirmé devant vous tous ici que la presse a relayé une information qui ne vient pas de leur conférence de presse. Donc ce n'est pas ce qui a été dit lors de la conférence de presse qui a été relayé. Et donc rectification a été faite
et nous sommes satisfaits donc, de cette rencontre de cet après-midi. Mea culpa, le porte-parole des ressortissants de Raguitenga a tout d'abord présenté ses excuses au ministre de l'Urbanisme. Ensuite, il dit n'avoir pas été compris lors de cette conférence de presse par les journalistes présents. Il affirme pour terminer que le ministre n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire. Monsieur le ministre de l'Habitat, lundi 20 mars 2023, il nous a dit que non, à leur niveau, ils ne sont pas au courant de ce projet. Mais c'est que lorsque nous avons repris le passage que les autorités locales nous ont donné, qu'il y a eu cette interprétation malencontreuse. Même avant la rencontre de ce soir, nous avons su que le ministre de l'Habitat n'était pas au courant de ce projet. Il nous a bien dit son avis depuis le lundi, lors de la rencontre. Et je pense que lors de la conférence de presse, vous avez eu des questions expliquées. Voilà. Bon, mais nous, on ne peut pas vous accuser parce que depuis 2016, si nous avons eu votre accompagnement, on ne peut pas s'en tenir à ce malentendu pour vous accuser. À la fin de la rencontre, le ministre a tenu à attirer l'attention de l'opinion publique sur la complexité de la question foncière et demande plus de prudence dans le traitement de l'information aux journalistes. La 16e édition du CIAO s'est tenue à bonne date et a permis de montrer la résilience du peuple burkinabé à travers l'organisation de l'événement, un motif de satisfaction pour le comité d'organisation de cette édition. De plus, la 16e édition a connu la participation de 34 pays venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe et elle a permis également de collecter 70 millions de francs CFA au profit des déplacés internes et des forces de défense et de sécurité. Le reste du bilan nous est dressé par le comité d'organisation dans ce reportage de Serge Kaboré et Mamidriana Kamabou. Après la tenue de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO, l'heure est au bilan. Le comité d'organisation était face à la presse ce vendredi 24 mars. Selon ce comité, cette manifestation d'envergure internationale dédiée à l'artisanat africain a connu la participation de plusieurs exposants, participants et acheteurs professionnels. Le comité dresse un bilan satisfaisant et se félicite de la tenue et le succès de cette biennale de l'artisanat malgré le contexte sécuritaire difficile. 638 stands ont été occupés par 3679 exposants et par les partenaires dans les différents pavillons. 101 espaces dans la cour ont été loués par les restaurateurs et pour les autres activités connexes. 32 acheteurs et visiteurs professionnels ont effectivement participé au salon. Nous avons également enregistré la participation de 360 223 visiteurs grand public. Selon le comité d'organisation, 52 600 000 francs CFA est la somme totale qui a servi à primer les artisans lauréats qui ont compéti dans plusieurs catégories. Il faut noter que 24 prix en espèces comme en nature d'une valeur totale de 52 600 000 ont été attribués. Le grand prix du chef de l'État d'une valeur de 3 millions a été remporté par le Burkina Faso. La Banque ouest-africaine de développement a parrainé un prix composé de métiers à tisser et de fils à tisser décerné au PDI de la région du Centre-Nord d'une valeur totale de 22 500 000. Au cours de cette conférence de presse, le comité d'organisation du CIAO a rassuré que l'organisation de la 17e édition est déjà entamée. Il lance par ailleurs un appel à tous ses partenaires. C'est pourquoi je lance un appel à travers vous, à tous les partenaires qui ont cru à cette organisation africaine de l'artisanat, de toujours soutenir le CIAO afin que l'artisanat puisse contribuer au développement de nos différents pays africains. Il faut noter que la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sur le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».
Les fidèles musulmans observent depuis ce 23 mars le jeûne du mois de Ramadan au Burkina. À l'occasion du premier jour de jeûne, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso a procédé à une rupture collective. Après le repas collectif, ce sont des dévotions, l'appel à une solidarité renouvelée et à la culture de la paix qui est prêchée par ces fidèles musulmans. Alexis Mounkouni Belemnaba. C'est encore le jeûne du Ramadan. À partir de ce jeudi 23 mars, les musulmans du monde entier se plient à nouveau à l'exercice du quatrième pilier de l'islam. Les élèves et étudiants musulmans réunis au sein de leur organisation sont au début d'une des périodes les plus importantes de la vie du croyant musulman. C'est l'esprit de partage d'un repas collectif et de solidarité qui est constaté ici au chef de cette organisation. Après ce repas collectif, place à la prière, des actes de dévotion, l'appel à la solidarité et à la culture de la paix, voilà entre autres le message passé aux fidèles à cette première journée de ce mois de repentance. Le jeûne véhicule un message, c'est l'entraide, c'est la solidarité et la charité. Il y a les actes de dévotion qu'on doit poser. Donc il faut que chacun puisse mettre ça en place et que le jeûne ne se limite pas à la soif et à la faim. Donc il y a des actes que le jeûne demande et ça mérite que chacun de nous puisse avoir ces notions pour réussir son jeûne de Ramadan, Inch'Allah. Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire qui impacte énormément sur les populations des zones touchées par les attaques. Des milliers de personnes déplacées qui, pour certains, auront du mal à observer convenablement le jeûne. Si bien que le président de l'AIMB invite chacun des fidèles musulmans à revoir son engagement pour être utile à lui et à la société. La solution à toutes les épreuves, c'est Dieu, c'est le Créateur qui les détient et nous avons donc à nous reconsidérer nos comportements, revoir nos engagements, revoir nos relations interpersonnelles afin que Dieu lui-même puisse améliorer nos situations comme il l'a dit dans son livre saint. Il ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc si nous vivons une épreuve, il se peut que ce sont les résultats de nos comportements individuels et collectifs qui nous ont conduits donc à cette épreuve-là. Et c'est le moment pour nous maintenant de revoir nos engagements afin que Dieu puisse changer notre situation. À l'occasion de ce mois de pénitence, de repentance et de dévotion, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso lance un appel aux bonnes volontés à soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne est obligatoire pour tout musulman adulte en bonne santé et sédentaire. Que représente ce mois de jeûne pour le musulman? Nous en parlons dans ce 20h avec Imam Boubacar Karambita. Il revient sur les comportements que doit avoir le musulman durant ce mois. C'est un entretien réalisé par Abdoul Raïmni. Le jeûne du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam, consiste à s'abstenir de manger, de boire et de délaisser toute autre chose qui annule le jeûne de l'aube au coucher du soleil. L'imam Boubacar Karambita de la grande mosquée de Ouagadougou explique que même s'il semble difficile, le jeûne n'est pas une sanction. Au contraire, c'est une éducation de l'âme. En plus de ses vertus pour la santé, il permet aux jeûneurs d'atteindre la piété selon le Coran, explique l'imam Karambita. L'homme a beaucoup d'envies. Manger, c'est une envie. Boire, c'est une envie. Mais c'est Dieu qui nous dit de s'abstenir à un moment donné pendant ce mois béni, le 9e mois de calendrier hijrien. L'objectif, c'est se rapprocher à Dieu. Chaque fois que l'homme approfondit son jeûne, chaque fois qu'il se rapproche à Dieu. Donc, jeûner veut dire s'approcher à Dieu, Inch'Allah. Bien que le jeûne ne soit obligatoire que pour les adultes, cet acte d'adoration doit être inclus dans l'éducation des enfants musulmans. L'imam Karambita invite les musulmans à enseigner progressivement le jeûne à leurs enfants. Si on se lève vers 4h, 4h30 du matin pour manger ce qu'on appelle le souhour, laissez les enfants manger avec nous. Si ces enfants-là mangent avec nous, le matin, 6h30, 7h, ils ne vont pas demander le petit déjeuner. Il y en a qui vont garder comme ça jusqu'à peut-être midi. Ils vont demander à manger.
Il y en a qui vont continuer jusqu'à 16h. Il y en a qui vont continuer jusqu'à 18h. Un peu les enfants là, avec leur âge, ils vont apprendre à jeûner un peu jusqu'à l'âge adulte. Quand le ramadan va devenir obligatoire pour eux, en ce moment, ils s'étaient habitués déjà à s'entraîner à jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel le Coran a été révélé, affirme l'imam Karabinta. Il est donc recommandé de multiplier la lecture et la récitation du Coran durant ce mois. L'imam invite également les fidèles à profiter de cette période de jeûne pour assister aux séances d'explication des versets du Coran. Pour lui, le contexte actuel du pays nécessite que le message du Coran soit compris par les musulmans. Il y en a qui lisent le Coran souvent, mais ils ne savent pas ce que le Coran dit. Sinon, un bon musulman ne fait pas du mal à quelqu'un. Donc, comprendre bien l'islam, ça pousse quelqu'un à être paisible, à ne pas être belliqueux, à ne pas être quelqu'un qui fait du mal, même à une mouche, ne parlons pas d'un être humain. Donc, en ce moment où nous vivons l'insécurité, nous, on interpelle notre personne, on interpelle tous ceux qui se revendiquent musulmans de bien comprendre l'islam et que l'islam, c'est la religion de la paix. Le mois de Ramadan est également un mois de partage. L'imam invite les musulmans à être généreux vis-à-vis de leurs prochains, surtout les personnes vulnérables. Aussi, en ce mois où le musulman est le plus proche de son Seigneur, il invite à multiplier des invocations afin que le Tout-Puissant accorde la stabilité et la paix au pays des hommes intègres. Du sport pour terminer, les huitièmes de finale de la Coupe du Faso sont prévus pour ce week-end. Des clubs comme l'AS Douanes et les Léopards de Saint-Camille seront aux prises, tout comme Canon du Sud et Salitas. Des clubs conviés d'ailleurs pour la conférence de presse d'avant-match ce jeudi. Les différentes équipes ont affiché leur ambition d'empocher leur ticket à l'issue des matchs pour les quarts de finale ce samedi. Les détails avec Yacinthe Sawadrou. Le Canon du Sud, classé 7e en Ligue 2, se mesure aux Dauphins de l'AS Douanes en Ligue 1 pour les huitièmes de finale de la Coupe du Faso. Sans pression pour la montée en 2-1, le Canon du Sud s'est fixé des objectifs en Coupe du Faso. Déjà tombeur de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, il compte continuer dans la même dynamique. Face à Salitas, l'encadrement technique n'a autre vision que de dompter les colonnes de Ouaga 2000 ce samedi. Nous jouons pour la victoire. Salitas, c'est vrai que c'est le défunt de l'AS Douanes, mais ça, on ne met pas ça sous nous. On se prépare comme d'habitude, et puis il y a une préparation aussi spéciale pour aller au bout de la Coupe du Faso, parce que si on va constater, c'est notre première fois d'atteindre ce niveau. Le club Salimata Itasséré reconnaît la capacité de leur adversaire et se dit prêt pour l'affronter. Ils ont réussi à faire quelques victoires, ce qui augmente le capital confiance de leur côté. Mais bon, nous sommes confiants, on s'est préparé pour ça. Et la Coupe du Faso, elle fait partie de nos objectifs cette saison. Donc nous n'allons pas vraiment lever les pieds sur ça. On doit aller chercher la victoire. Donc on est là pour ça, pour jouer, pour gagner. Donc on va se battre, on va tout faire, on va donner pour essayer d'arracher cette victoire. L'autre huitième de finale, très attendue, est celle qui oppose l'AS Douanes au Léopard de Saint-Camille. Les Gabelous, déjà détenteurs de la Coupe du Faso l'année dernière, veulent se succéder à eux-mêmes. L'encadrement technique de l'AS Douanes est conscient de la forme des Léopards et se prépare au mieux. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Et quant à leur production du jeu, vraiment c'est d'un très bon niveau. Donc c'est à nous de rester plus concentrés et de présenter notre meilleur niveau. Il n'y a pas à négliger cette rencontre. Voilà. Comme le coach l'a si bien dit, les plans ne seront pas dévoilés ici. Mais toute la semaine, on a travaillé pour pouvoir les affronter. Et je pense que ça sera le cas. Et Inch'Allah, si Dieu facilite, on ira avec la qualification le samedi. Les Léopards de Saint-Camille, une équipe à craindre. Le Ray Club du Kadjogo en sait quelque chose puisqu'il est éliminé par cette même formation. Une équipe montée même en bloc. C'est un match qui fait rêver. Donc je le dis, je répète, je dis à mes joueurs à tout moment,
c'est à travers ces matchs-là que chacun peut avoir le nom, comme on le dit. Donc, on ne peut pas ce match comme les autres matchs. Voilà, donc on ne va rien changer dans notre façon de travailler, de jouer. Canon du Sud Salitas, c'est ce samedi 25 mars à 15h30, suivi de l'AS Douane Léopard de Saint-Camille à 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou pour les tickets des quarts de finale de la Coupe du Faso. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Bonsoir.